Salut mes chers amis, bienvenue au Ciné-Club de Rico pour la deuxième partie des films de l'été. Aujourd'hui, on va explorer 10 films qui ont une thématique estivale, des films de genres différents. Vous allez voir entre autres que la Cannon Group, le studio qui était renommé pour nous donner des gros films d'action débiles, n'ont pas juste fait des films d'action, ils ont fait également des films de danse débiles. Et moi, j'aime beaucoup les films de danse de la Cannon Group. Vous allez voir, c'est très quétaine. Mais il y a un petit quelque chose, un petit élément là-dedans qui me rappelle les années 90 que j'ai tant aimé, le beat, la façon dont c'est tourné, en tout cas la manière dont c'est fait, le côté kitsch aussi. Vous allez voir, j'ai bien hâte de vous montrer des extraits de ces films-là. Je ne dis pas tout de suite les titres. Et je vais vous parler de quelques films qui ont été tournés ici au Québec, qui ont la thématique de l'été. Il y en a qui ont été tournés en anglais. Ça a été le cas d'un film qui s'appelle Pinball Summer. Et en tout cas, je vais vous parler de plein de styles de films, de 10 au total. Donc, restez là au Ciné-Club de Rico dans la thématique des films de l'été. Aujourd'hui, il fait chaud, il fait beau et on s'amuse ensemble avec légèreté. Alors, restez là. C'est le rythme de l'amour. Le danger du désir. Quand on va à la pêche, il faut choisir le bon appât. Un professeur, son élève. Et la danse, qui a changé leur vie et semé le trouble dans l'école. Vous êtes viré! Exotique, érotique. Laissez-vous prendre par sa chaleur. On est en 90, mec. Et les filles ont le droit de choisir. Éclatez-vous. Lambada, le film, et enflammez la nuit. Bon! Alors, j'espère que tout le monde passe un bel été, que tout le monde en profite. J'espère que vous avez pris le temps d'aller faire un tour sur le bord de la plage, d'aller voir du beau monde, que vous en profitez pour appeler vos amis, faire des activités à l'extérieur, parce que l'été au Québec, notamment, c'est pas très long, hein? On a un hiver qui en finit plus, mais l'été, ça passe vite. On est déjà rendu au mois de août. Et on peut dire que cet été, hein, ce qu'on a entendu dire, entre autres en France, c'est qu'il a fait chaud. Hein? Mes amis français, ça a l'air que ça a été la grosse canicule. On a eu droit un peu à ça au Québec aussi, mais beaucoup moins qu'en France, évidemment. Je peux vous dire qu'on en profite de l'été ici. J'ai fait beaucoup d'activités, j'ai fait de la course. Malheureusement, dans les dernières semaines, vous l'avez peut-être entendu avec ma voix, j'ai attrapé un petit rhume, c'est réglé, mais ma voix n'est pas revenue encore à 100%. Et cet été, j'ai un nouvel emploi avec des horaires qui ne sont pas évidents. Je travaille des fois la nuit, souvent la nuit. Et en tout cas, je suis complètement déréglé, hein, comme quelqu'un qui est tout le temps en décalage horaire. Donc, c'est ma vie ces temps-ci. C'est pour ça que je ne suis peut-être pas aussi régulier à faire des vidéos YouTube, mais c'est pas grave. Écoutez, c'est pas ma vie faire YouTube. Donc, on fait ça comme loisir et aujourd'hui, voilà, j'ai une nouvelle vidéo pour vous.
Donc, on va aborder les films de l'été. J'ai le goût de le faire en commençant par parler de films de danse. Hein? Pourquoi pas? C'est le fun, la danse. Pour moi, c'est quelque chose qui me défoule. J'ai toujours aimé ça. Je suis pas nécessairement le plus grand danseur. Il y en a beaucoup qui me comparent dans mon style de danse. Là, je dirais que je ressemble beaucoup à Rick Astley. Si vous me verriez sur une piste de danse, vous retrouveriez tous ces beaux moves-là que Rick Astley faisait. Ça a été mon inspiration comme danseur et je danse exactement comme lui, à part que j'ai pas les cheveux roux. Puis c'est ça, je suis pratiquement un genre de faux Rick Astley. D'ailleurs, je m'appelle Rico et Rick s'appelle Rick, donc on a comme un petit point commun dans notre nom. Donc, je vais vous parler de la Cannon Group. Hein, vous connaissez bien ça, la Cannon Group. Ils ont fait des films comme Cobra, ils ont fait des American Ninja, ils ont fait plein de films d'action complètement débiles. Ils ont fait des films avec Chuck Norris, notamment Death Wish 3, dont j'ai parlé il n'y a pas si longtemps. Mais dans les années 80, ils ont aussi fait des films de danse. Hein. Le plus populaire, le plus connu, c'est sans doute Breakin' et Breakin' 2, la suite Electric Boogaloo. C'était des films qui avaient été faits avec la danseuse qui était fabuleuse, qui n'a pas fait tant de films que ça, Lucinda Dinky, qu'on voit ici sur la pochette, était fabuleuse, cette actrice-là, elle était vraiment belle, une belle fille. Et notamment, c'est là-dedans, dans Breakin', qu'on voyait Jean-Claude Van Damme pour la première fois dans une scène où on le voit en arrière en train de danser. Hein, il se donne à fond la caisse. Il voulait percer dans le monde du cinéma, Jean-Claude Van Damme. Ben c'est ça. À cette époque-là, début des années 80, en 84, quand le film est sorti, le breakdancing était hyper populaire. Hein? Les gens s'essayaient au breakdancing. C'est un genre qui est né dans les rues à New York principalement et Los Angeles. C'est vraiment la culture hispanique, afro-américaine. On faisait vraiment de la danse de rue et c'est devenu ultra populaire. Et la Cannon Group ont capitalisé là-dessus avec Breakin' et Breakin' 2. Faut dire que la raison pourquoi ils ont fait ça, c'est beaucoup à cause de Flashdance. Flashdance avait été un gros succès. Et là, on voulait avoir aussi à la Cannon Group un film qui mettait en avant-plan la danse et qui serait un gros succès populaire. Et là, on voyait que le breakdancing était en train d'émerger. On s'est dit, voilà, on va faire un Flashdance avec du breakdancing, avec une fille hein, qui peut faire penser un peu au personnage de Flashdance. Disons qu'elle n'est pas tout à fait pareille, mais disons, elle va intégrer un groupe de danse qui font du breakdancing, puis tranquillement, pas vite, ben c'est ça, elle va se mettre à devenir de mieux en mieux, de meilleur en meilleur. Donc, vous voyez, il y a eu même une suite, Breakin' 2 Electric Boogaloo, et ça a bien marché pour la Cannon Group. Et on pensait, une fois qu'ils ont fait ces deux films-là, que c'était terminé. Ben non, parce que en 87, vous savez qu'il y a le film Dirty Dancing qui est sorti. En 87, peut-être 88, 88, je pense, Dirty Dancing. Et ça a été la folie furieuse. Et là, encore là, la Cannon Group cherchait toujours un peu à copier les hits populaires, ont décidé de faire Salsa de Motion Pictures. Donc, vous pensiez que j'allais vous parler de Breakin'. J'en ai parlé un peu, mais c'est principalement de ce film-là et d'un autre que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, Salsa de Motion Pictures, ça met en vedette Robbie Rossa, qui est un chanteur, danseur, bon, en tout cas, il est principalement connu pour sa prestation là-dedans. Ça n'a pas, il n'est pas devenu une méga star nécessairement avec ce film-là. Mais il danse diablement bien la salsa. C'est tout un danseur. La salsa qui est un style de danse, c'est cubain, hein? Ça vient c'est né à Cuba, ce style de danse-là. Et c'est très sensuel, hein? C'est une danse où on est collé, on se brasse les fesses. J'ai eu l'occasion d'essayer ce genre de danse-là il y a quelques années où à l'époque où j'étais célibataire, je sortais avec un de mes amis qui m'avait amené dans un club. Il dit, on va aller danser la salsa. Et moi, je dis, voyons, je sais pas danser ça, moi, la salsa. Il dit, c'est pas compliqué. Il dit, t'as juste
à te coller sur une partenaire qui est sur la piste de danse, qui veut bien danser avec toi. Tu as juste à te brasser les fesses et à suivre un peu les mouvements. Puis tout va bien aller. Puis c'est ça qu'on a fait finalement. On est allé, je savais pas en tout danser à la salsa, mais je me suis brassé le cul, collé avec une fille qui était assez jolie, je dois le dire. Et on a passé une très, très belle soirée à s'improviser danseurs de salsa. Mais là, on parle d'un autre ligue, là. Les danseurs de salsa de ce film-là, c'est vraiment les tops du top. Et l'histoire n'est pas bien compliquée. Ça raconte l'histoire le personnage principal, c'est un mécanicien qui s'appelle Rico. Et oui, les amis, il s'appelle Rico. Boss, it's the event of the year and I'm gonna be crowned, king of salsa. King of bullshit. Get your mind on your work, Rico, or you're gonna dance your way right out of here. Son rêve, c'est de gagner un concours de salsa parce qu'il fréquente un bar du coin où il y a un concours qui s'appelle King and Queen of the Salsa. Alors, le gagnant de ce concours-là va pouvoir aller faire une grande compétition dans une internationale. En tout cas, il va gagner ses lauriers pour aller compétitionner dans un gros tournoi de salsa. Donc, l'idée, c'est de gagner le tournoi de salsa dans ce petit coin-là de Los Angeles. Et notre cher Rico, avec sa partenaire, à toutes les fins de semaine, se retrouve sur le plancher de danse en train d'exécuter ses mouvements experts sur la piste de danse. Et c'est beau de les voir aller. Franchement, là, je peux vous dire une chose, c'est que le film est très bien chorégraphié, la musique est entraînante, les acteurs sont pourris à l'os, mais c'est pas grave, sont sympathiques, hein? On pourrait dire ça comme ça, pour les défendre un peu. Ils sont pas bons, mais sont sympathiques. Donc, tu sais, quand t'es pas bon, mais que t'es sympathique, ça a quand même du mérite. Et ils bougent très bien. On les voit ici. Hein? On voit ici Rico en chest avec sa bien-aimée. Et évidemment que c'est tout un séducteur. Hein? Il y a l'arme vraiment du séducteur. Tout le long du film, il est toujours en train d'essayer de creuser des filles, même si, dans le fond, il en aime juste une. C'est sa partenaire de danse qu'il a depuis toujours. Mais il chicane dans le film. Puis des fois, il va voir d'autres filles. Puis elle est jalouse. En tout cas, vous connaissez l'histoire. Mais Salsa de Motion Picture, sans virer tout de bord, c'est un film qui se regarde bien, un peu comme Breakin' puis Breakin' 2. Ça suit la formule un peu de la Cannon Group, de nous offrir du cinéma popcorn, pas trop intelligent, faut pas réfléchir bien plus loin que le bout de notre nez, mais quand même, ça livre la marchandise et pour passer une belle fin de soirée, là, je peux vous dire que ça fait la job. OK, ceci étant dit, ce film-là était sorti, je vais vous dire la date, c'était sorti en 88. Donc, pas longtemps après Dirty Dancing. Et il y a un autre phénomène culturel qui est arrivé dans le monde de la danse au début des années 90. C'est l'arrivée de la lambada. Oui, la lambada, c'était super populaire. Il y a un groupe français qui s'appelait Keoma, qui ont eu un gros succès cette année-là. La chanson Lambada, et tout le monde dansait là-dessus. Je me souviens, c'était vraiment... ça avait envahi les clubs de danse. Et voilà. La Cannon Group, devant ce grand succès, ont décidé de faire leur film Lambada. Je sais que cette année-là, en 90, quand le film est sorti, il y a eu un autre film qui s'appelait Lambada. Là. Je ne l'ai pas vu, celui-là. On en voit un petit extrait là, en ce moment, mais il y a un autre film qui s'appelait Lambada, mais le plus populaire, le plus connu, c'est celui que la Cannon Group a sorti, qui a été quand même un bon succès. Pas au cinéma, mais en vidéocassette, ça s'est loué quand même pas pire. Et le film avait attiré le monde à cause justement du succès, hein, la Cannon Group, c'était pas cassé à la tête. On dit, hey, la Lambada, ça marche. On va faire un film qui s'appelle Lambada. Et dans ce film-là, oui, ça parle de... on danse la Lambada, mais le personnage principal s'appelle Kevin. C'est un professeur d'université qui enseigne à ses étudiants, pis tout ça. Le jour où il est enseignant, et notamment, il y a une de ses étudiantes qui est complètement en amour avec lui. Elle est toujours en avant de la classe en train de faire des beaux yeux. On la voit d'ailleurs sur la pochette, c'est elle qu'on voit sur la couverture. Elle est en amour bien raide et elle est super belle, cette fille-là. Et lui, c'est un beau bonhomme aussi, il faut le dire. Il est dans la trentaine, mais il est bien musclé, puis il danse bien, puis il a tout ce qu'il faut pour séduire les filles. Donc, elle est en amour par-dessus la tête avec son professeur. Et finalement, elle va apprendre plus tard, en fréquentant par hasard, en allant dans un bar, que il fréquente
ce bar-là, et non seulement il fréquente ce bar-là, mais c'est un des meilleurs danseurs de la place. Hein. Il danse de la lambada, puis les gros rythmes, oh, ouais, donc, avec une fille puis un autre. Ce gars-là, il est marié, puis il a un enfant. Puis on va apprendre dans le film que même s'il se colle après d'autres filles, puis qu'il les taponne un peu en dansant, il couche pas avec eux autres. Hein. Il est très fidèle à sa femme. Il va surtout au club de danse parce qu'en fin de soirée, il enseigne à des jeunes défavorisés qui veulent avoir leur diplôme. Donc, il y a comme un but dans la vie, ce gars-là, c'est d'enseigner à des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un enseignement. Il veut leur procurer disons, cette opportunité-là de pouvoir faire quelque chose de leur vie. Donc, on a l'impression que ça va finir avec un concours de lambada, cette affaire-là. Mais finalement, ça finit avec un concours de mathématiques dans une université entre des jeunes défavorisés puis des vrais universitaires. Parce que le professeur, à un moment donné, il se met dans la mouise parce qu'on a l'impression... Tu sais, on dit qu'il a enseigné illégalement à des jeunes puis que, en tout cas, il arrive tout un genre de scandale. Puis lui, il veut faire montrer aux gens que ces jeunes-là sont aussi brillants, sinon plus que les universitaires qui sont là-bas. Donc, voyez un peu le topo. Et évidemment que ça finit bien. Les riches et les pauvres vont finalement devenir amis, devenir copains-copains. Et ça finit avec une belle finale où on danse la lambada dans les rues. C'est-tu pas beau? C'est-tu pas extraordinaire? Donc, vous comprendrez que c'est genre l'équivalent d'un genre de soap américain mélangé avec Dirty Dancing, mélangé avec la sauce de la Cannon Group. C'est un peu tout ça. Mais c'est charmant comme film. Moi, il y a même le critique américain Gene Siskel qui a admis qu'il y avait ce film-là en bonne estime et qu'il a dit que c'était pour lui un plaisir coupable. Tu sais, c'était sa manière à lui de se protéger. Hein. Il a dit qu'il aimait le film et que c'était un plaisir coupable. Bon, je vais dire la même affaire. Je vais dire que pour moi, lambada et salsa de motion picture, c'est des plaisirs coupables. Je me sens pas coupable vraiment d'aimer ça. Mais en tout cas, si vous voulez vraiment des bons petits films d'été, hein, bien relevés, avec du rythme, avec du beat, hein, quelque chose de le fun, n'hésitez pas, hein, c'est des films qui sont encore disponibles en DVD. Et c'est vraiment le fun. La musique est très, très bonne. En tout cas, tu sais, je me revoyais à cette époque-là en train de danser la lambada. Et vous savez, hein, une petite anecdote comme ça, à l'époque, là, début des années 90, c'était tellement populaire, la lambada, que j'étais allé veiller dans un bar qui s'appelait le bar à l'os, à l'époque, à Québec. Hein. Vous vous doutez bien que le bar à l'os, c'était pas le bar 5 étoiles de Québec, mais on avait du fun. J'allais là avec mes amis de Saint-Augustin à Québec, puis il y avait un soir où j'ai eu l'occasion de danser avec Miss Lambada qui était là ce soir-là. En tout cas, Miss Lambada. Mais elle dansait sur le stage, la lambada, et on invitait des gens, ceux qui étaient game d'aller danser avec, gagner un pitcher de bière. Et moi, je me disais, bon, un pitcher de bière, ça vaut la peine d'avoir l'air fou devant tout le monde. Fait que j'étais allé sur scène, danser avec Miss Lambada, puis je m'en étais pas trop pire tiré. Et j'avais fini avec un beau pitcher de bière et puis un beau petit bec ça joue par Miss Lambada. Donc, on peut pas rêver mieux que ça. Donc, belle soirée au bar à l'os avec Miss Lambada. Donc, c'était ma petite anecdote pour vous autres. Vous savez pourquoi on fait cette installation et pourquoi ce trophée? Non, un trophée. Mais c'est pas un truc pour son guidon de vélo, non? Eh ben écoute, rassure-toi, le trottoir n'a rien. Ça c'est malin. Ça va? Ok, Peter. Alors, ce trophée, c'est pourquoi? Écoutez les gars, si vous fermez vos gueules, je vais vous expliquer. Je vous organise le premier concours de flipper de la ville. Et le vainqueur gagnera ce trophée et une soirée avec Miss Flipper. Et quand se déroulera ce fameux championnat de flipper, Pete? D'ici 3 semaines, le matin, la demi-finale, et la finale, l'après-midi. Et pour la sélection de Miss Flipper? Le même jour que la compétition. Et n'oubliez pas, le vainqueur sortira avec la reine. Ne croyez pas, Pete déconne, le vainqueur ne gagnera qu'une soirée avec Wimpy, c'est tout. La lettre en veilleuse, sinon il va t'arriver des bricoles. Bon, je vais vous parler maintenant de 2 comédies niaiseuses qui ont été tournées au Québec. Je dirais pas à Québec, mais au Québec, dans les environs de Montréal. Et je vais commencer avec Pinball Summer, qui est un film réalisé par Georges Mialka. Il y a un autre titre hein, que vous allez voir en arrière, Pick Up Summer. Donc, School's Out and Everything's In.
Beau slogan. Alors, évidemment que ça parle des vacances d'été, des jeunes qui sont en vacances d'été, qui pensaient qu'à faire les 400 coups. Et je vous parlais tantôt de Georges Mialka, il avait réalisé des épisodes de L'An 50. Et la vedette du film, de ce film-là, c'est Karl Marotte qui jouait Pierre Lambert dans L'An 50. Ginette, sacrément. Ginette, c'est fini. Karl Marotte, c'est un acteur qui a eu quand même une pas pire carrière dans ces années-là. Il tournait beaucoup de films en anglais. C'est un acteur qui était parfaitement bilingue, donc il tournait aussi bien en français qu'en anglais, mais je pense qu'il tournait même encore plus des productions anglophones. Et Pinball Summer, écoute, c'est un film qui est sorti, je me rappelle pas, en tout cas, fin des années 80, ou en tout cas dans le courant des années 80. La date n'est pas écrite sur la pochette. Mais c'est très drôle. Hein? Ça raconte un peu les tribulations de deux amis, dont Karl Marotte joue un des deux. Je me rappelle pas le nom des deux gars, mais en tout cas, ils passent leur été à faire les 400 coups. Ils ont comme une rivalité avec une bande de motards qui sont complètement débiles. Et tout converge vers un arcade, hein? Parce qu'à l'époque, on sait que c'était populaire, les arcades, hein? Les pinballs, les arcades. C'était vraiment là, ce qui marchait le mieux. Et le titre l'a dit Pinball Summer, c'est parce que le propriétaire de l'arcade veut organiser une compétition de pinball et tous les gens qui fréquentent cet endroit-là veulent gagner le fameux trophée, hein, qui va leur donner droit, entre autres, à passer une soirée avec une super belle fille du coin. En tout cas, vous voyez un peu le genre d'intrigue un peu farfelu des années 80. C'est bourré de belles filles là-dedans. Évidemment que c'est l'intérêt principal du film. Il y a de la nudité gratuite, mais comme je le dis toujours, quand c'est gratuit, on en prend, il n'y a pas de problème. La gratuité, on aime ça. On ne chialera pas parce que quelque chose est gratuit, donc surtout pas de la nudité. Donc, Pinball Summer, on va voir un peu la rivalité entre ces deux gars-là qui font les cons. Ça fait penser un peu parfois à des films comme American Pie, Porky's. Karl Marotte et son comparse, évidemment, qui ont des copines là-dedans. Et on les voit un petit peu dans leur déboire sexuel. Évidemment, cette bande de motards écervelés qui sont un peu leurs ennemis, si on peut dire ça comme ça. Et on se fait des coups un peu tout le long du film. Disons on voit un peu les tribulations de ces jeunes-là durant leur été mouvementé où ils vont faire plein d'affaires. Et le film, a en arrière-plan cette idée-là qu'il va y avoir éventuellement à la fin de l'été une compétition de pinball. Donc, c'est une comédie à saveur un peu sexuelle où on voit toutes sortes de trucs. Évidemment que c'est pas du 3X, hein, on est plus dans la catégorie Porky's que dans la catégorie 3X, là, où on voit toutes sortes de scènes assez graphiques. Et si c'est pas le cas, on voit de la nudité, mais c'est très soft quand même. Et film que j'ai apprécié quand même. Tu sais, c'est pas du cinéma intelligent, mais je vous ai prévenu au début, on n'est pas là pour vous donner trop de stock intelligent aujourd'hui. Il y en a un peut-être là, que je vais vous parler tantôt plus vers la fin, qui est vraiment un film là, un film qui a été tourné au Québec puis que moi j'ai en très grande estime. C'est un grand film, mais ça en prenait un au moins dans la gang. Donc Pinball Summer, si vous ne l'avez jamais vu, l'arcade des cinglés avec Karl Marotte, c'est le fun. Honnêtement, on passe du bon temps, faut pas se prendre trop au sérieux là-dedans. Vous voyez, il y a des belles filles. Tout ce qu'il faut pour se qualifier pour être un très bon film d'été. Tout comme un autre film avec Karl Marotte qui a été tourné également au Québec, réalisé par James Orr. C'est le film Loi brisée, Breaking All the Rules. Et vous voyez en arrière, on voit un parc d'attractions. Eh bien, ceux qui connaissent bien la ville de Montréal, vous allez reconnaître dans le film La Ronde. La Ronde qui est le parc d'attractions qui existe depuis très, très longtemps à Montréal. Et c'est le lieu où on a tourné ce film-là principalement. 90% du film se passe là. Et ça raconte l'histoire de Jack Fleming, qui est joué par Karl Marotte, qui est un joyeux luron à la recherche d'aventure. Puis là, il va rencontrer une fille qui s'appelle Debbie dans l'autobus. Puis sa vie va prendre un tournant assez excitant. Il va se retrouver avec un de ses meilleurs amis, avec Debbie et une autre fille, une de ses amies. Et ils vont se retrouver mêlés à une histoire de vol de bijoux malgré eux. Hein, parce qu'il y a des cambrioleurs qui ont volé un bijou et qui l'ont caché dans un toutou
tu sais, les jeux, les fameux jeux où on lançait des bebelles, des balles pour gagner des toutous dans les foires. Eh bien, y a les méchants, pour fuir la police, ont décidé de cacher le diamant dans un toutou. Et finalement, c'est une des filles qui est la blonde, la copine à Karl Marotte là-dedans, qui va gagner le toutou. Puis là, bien, évidemment que les méchants veulent récupérer le diamant. Eux autres ne savent pas que le diamant est dans le toutou. En tout cas, ça fait toute une situation. Mais au travers de tout ça, on assiste justement au déboire sexuel de ces 4 jeunes-là qui ont les hormones dans le piton. Et ça parle de la fin de l'été. Hein? Le moment où on arrive un petit peu là, dans ce coin-là, comme on est aujourd'hui, là, on est à la fin du mois d'août dans le film. L'école est sur le point de recommencer. Et on veut se faire une dernière fiesta avant que l'école recommence. Donc, Karl Marotte et son ami là-dedans, c'est ça, sont à la recherche justement de filles. Ils vont trouver vraiment des chaussures à leurs pieds là-dedans. Et en même temps, ils vont trouver l'aventure parce que c'est le genre de truc que quand on regarde ça, on se dit ça aurait quasiment pu nous arriver. Parce que dans le temps, nous autres, on avait à Québec, on avait l'Expo Québec. C'est devenu autre chose. C'est devenu la Grande Foire ou quelque chose comme ça. Mais dans le temps, là, il engageait des repris de justice pour faire les fameux jeux là, où on gagne des toutous. Là. Puis là, c'était le genre à dire « Hey, le jeune, ah ouais, viens ici, viens jouer à mon jeu. Prends la balle puis tire là. » Non, tu sais, c'était genre, il nous prenait quasiment par le chandail, il nous tirait, puis « Ah ouais, venez jouer à nos jeux. » Donc, c'était spécial. Puis tu sais, on voyait un peu les manèges qui avaient l'air sur le point de tomber en morceaux. Mais c'était le fun à l'Expo Québec. J'ai des beaux souvenirs quand même de ça. Puis l'attrait principal de tout ça, je me souviens, c'était surtout d'essayer d'aller rencontrer des filles à l'époque. Puis je me suis reconnu quand j'ai écouté Breaking All the Rules, Loi brisée. Et c'est le fun de voir les vieux spots parce que moi, j'y allais à la ronde quand j'étais plus jeune. Et le film a été tourné dans ces années-là. C'est un film qui a été fait en 84. Donc, à l'époque où j'allais à la ronde avec mes parents m'amenaient avec des amis, puis on allait s'amuser là-bas. Donc, ça m'a rappelé des souvenirs et le film est le fun. Tu sais, c'est pas du grand cinéma, encore une fois, mais ça a le mérite d'avoir été tourné au Québec avec l'acteur qui jouait dans L'An 50. Donc, Loi brisée. Donc, vous voyez ici la vidéocassette. Évidemment qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de DVD, je pense pas qu'il y ait de DVD de ça. Ça n'a pas été édité dans d'autres formats pour l'instant. Donc, un film qui... Ça me tentait de vous en parler. Hein. Je l'ai regardé dans les derniers jours et je trouvais que ça avait la thématique des films de l'été. Les fans de Michael J. Fox, hein, vous savez qu'avant de devenir Marty McFly dans Retour vers le futur, il jouait à la télévision, hein, monsieur Michael J. Fox. Hein, c'est la vedette notamment de la série Family Ties. Ça, c'est une série qui a fonctionné à fond la caisse. Ça marchait très, très fort. Moi, je l'écoutais aussi quand j'étais jeune, Family Ties. J'aimais beaucoup ça. Et il a joué aussi dans beaucoup de téléfilms. High School USA, que j'ai ici quelque part en vidéocassette. Mais Graines de canaille, c'était un film de camp d'été dans lequel Michael J. Fox fait un moniteur de camp de vacances. Et il s'en va durant l'été, hein, puis il est un peu rebelle. Il ressemble pas trop aux autres moniteurs qui sont là. Il est plus du côté des jeunes, lui. Hein. Il est resté comme avec 8 ans d'âge mental. Et évidemment que il a dans la tête, justement, de rencontrer des filles. C'est un séducteur un peu là-dedans, Michael J. Fox. Et il va tomber éperdument en amour avec l'infirmière qui travaille au camp de vacances. On la voit un petit peu en arrière ici, là, vous la voyez, ouais, elle est ici, juste là. Donc, et Michael J. Fox, évidemment, qui a toutes sortes de jeunes qui viennent d'un peu partout. Il y en a qui sont un peu rebelles là-dedans, puis ça fait bien avec lui parce que lui aussi, il respecte pas les règles nécessairement. Et il y a Adam Baldwin, qu'on va voir aussi plus tard dans des grosses productions hollywoodiennes, qui joue là-dedans, qui fait un autre instructeur, qui fait un autre moniteur de camp, mais que lui, il est plus... il est plus by the book, là, il respecte les règles, puis ça il tombe bien gros ses nerfs que Michael J. Fox passe au-delà soit comme il est, hein, genre de gars qui se fout des règles, puis qui veut rien savoir. Donc, Graines de canaille, ça s'appelle en français Poison Ivy, et ça n'a rien à voir avec le film. Hein. Oubliez le film avec Drew Barrymore, c'est pas pantoute la même affaire, ça n'a pas été fait dans la même période. Poison Ivy, c'était un film qui était passé à la télévision à l'époque.
C'est sorti, ma foi, en 85, ce film-là, juste avant que Michael J. Fox soit engagé pour jouer Marty McFly dans Retour vers le futur. Donc, c'est quand même le fun hein, de voir ce que Michael J. Fox a fait comme film avant Retour vers le futur. On sait qu'il avait joué dans La Classe de 1984. Il a fait quelques téléfilms à l'époque avant de devenir une méga star avec Retour vers le futur. Donc, ce film-là, c'est sympathique. On a tout le pays, le décor du camp d'été, du camp de vacances avec les jeunes qui font des activités. Évidemment, les moniteurs et les monitrices qui se font des petits clins d'œil, hein, puis des petites histoires d'amour. Donc, Graines de canaille, vous pouvez le voir, ce film-là. Moi, j'ai la copie VHS ici, mais vous pouvez le voir également sur YouTube. Il est disponible sur YouTube, donc en version française. Si ça vous tente d'aller jeter un œil sur ce film-là, c'est quand même sympathique. Bon petit film avec Michael J. Fox. On voit la vidéocassette, Vidéoville. Donc, c'est vraiment un film que j'aime regarder de temps en temps. Michael J. Fox, je suis un grand fan, hein, comme bien plusieurs d'entre vous. Et c'est un film que j'aime bien me retaper à l'occasion. OK, les 2 prochains films dont je vais vous parler, si ça vous tente de rire de moi, vous avez le droit, c'est complètement légal. Vous avez le droit de dire que je suis complètement épais d'aimer ça. Vous savez, hein, j'aimais beaucoup l'émission Bleu Nuit dans le temps. Bleu Nuit, c'est une émission qui passait dans une télévision québécoise qui s'appelait, un poste de télé québécois qui s'appelait Télévision 4 saisons. Et à toutes les fins de semaine, on passait en fin de soirée des films érotiques, en tout cas des films qui n'étaient pas toujours des grands chefs-d'œuvre, mais qui avaient le petit côté érotique. C'était pas des films 3X, mais évidemment qu'il y avait de la nudité, puis moi j'aimais bien ça. Donc j'écoutais ces films-là. Il y a beaucoup de films américains qui ont passé là, hein, des films qui ont été produits aux États-Unis pour des chaînes câblées qui avaient un peu le même mandat que Bleu Nuit. Il y en a que ça s'appelait Skin Max, qui était une chaîne qui passait justement, c'était comme un équivalent de Bleu Nuit. Là, il passait des films comme Emmanuel, Black Emmanuel, en tout cas des œuvres comme ça. Et on a produit certains films originaux pour ces chaînes câblées-là, dont ces 2 films-là, Forbidden Games et Forbidden Games 2, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. C'est 2 histoires complètement différentes. 2 grands films, hein, les chers amis, vous voyez un petit peu les pochettes, là, c'est pas... ce que vous voyez là, c'est ce que vous allez avoir en regardant ces 2 films-là. Donc, je vous donne la permission de me dire que je suis un épais d'aimer ça, donc c'est correct. Vous avez pas tout à fait tort, mais j'ai pas honte non plus, hein, j'ai quand même du fun à regarder ça de temps en temps, en fin de soirée, c'est toujours agréable. Donc, Forbidden Games, c'est une histoire un peu policière qui pourrait faire penser à une petite affaire à Basic Instinct. Il y a un gars qui se fait tuer au début par 2 filles en petite tenue, BDSM. On voit que le gars, c'est un maniaque de ça un peu. Hein? Il est attaché, puis il haït pas ça. Et les filles, en tout cas, ils vont finir par le tuer. Et là, il y a un gars qui va être amené à enquêter sur cette histoire-là. Comment ce gars-là est mort? Comment il est décédé? Comment, en tout cas, comment c'est arrivé tout ça? Parce que les héritières, en tout cas, il y a une histoire autour de sa fortune. On n'a pas tout de suite donné sa fortune aux héritières parce qu'on a des doutes sur la manière dont il est mort. Donc, le gars, c'est un genre de détective privé qui a comme des visions, un peu comme le personnage de... dans Manhunter, le Michael Mann, là, le personnage principal, il est capable d'un peu d'avoir un peu des visions, de ressentir un peu les choses. Donc, lui, il va aller où il y a eu la scène du crime pour essayer de voir un peu qu'est-ce qui a pu arriver. Il va enquêter là-dessus et dans le fil des événements, va tisser des relations avec plein de jolies filles qui sont un peu, en tout cas, c'est ça, sont un peu mystérieuses, sont pas juste jolies, sont mystérieuses et dangereuses en même temps, parce qu'il sent hein, qu'il y a quelque chose de dangereux dans tout ça. Ces filles-là vont littéralement le rendre fou au point, ils vont littéralement l'attirer dans leur toile et faire ce qu'ils veulent avec. Là. Et il va se rendre compte qu'il est l'objet d'une genre de machination. Hein? Donc, c'est un film, un genre de polar policier, sexuel, vraiment un genre d'intrigue
de fin de soirée, là. Et ça fonctionne quand même pas pire. Tu sais, c'est loin d'être du grand cinéma, là. Disons, c'est de la branlette cinématographique, mais c'est de la bonne branlette cinématographique. Et on a Forbidden Games 2 qui est complètement une autre histoire. C'est un jeune entraîneur, beau bonhomme, qui va devenir le coach privé d'une femme d'affaires qui a bien de l'argent, mais elle n'a pas de vie, cette fille-là. Hein? Bien jolie, elle a tout ce qu'elle veut avoir, mais elle voit qu'elle commence, tu sais, elle commence à se trouver grosse. Pourtant, elle est grosse de même, là. Mais elle décide de s'engager un entraîneur personnel pour se reprendre en main et elle va engager un gars qui est référé par sa secrétaire parce que ce gars-là, ça se trouve être le copain de sa secrétaire. Et lui, il va commencer à l'entraîner et ils vont tomber en amour. Évidemment qu'il y a toute une histoire au travers de ça. Mais bon, c'est pas encore là, hein, du grand cinéma, Forbidden Games 2. Imaginez-vous pas que c'est un film qui est à tout casser. Mais si vous avez envie de vous plonger dans une ambiance un peu feutrée, fin de soirée, film un peu érotico, n'importe quoi, ben Forbidden Games 2, ça peut être un film qui va vous plaire ou pas pantoute. En tout cas, c'est disponible en double, édition double, Skin Max. Et pour ceux qui sont intéressés, vous allez voir, entre autres sur Amazon, on vend ces films-là. C'est tous des programmes doubles et c'est tous des films avec une thématique un peu sexuelle. C'est toujours dans le même style un peu. Donc, je me suis tapé ces deux films-là. Je trouvais que ça faisait film estival un peu. Pourquoi pas. Donc, Forbidden Games 1 et 2. Il y en a peut-être parmi vous qui se souviennent de ce film-là. Une amie qui vous veut du bien. En anglais, ça s'appelait Secret Admirer. Et c'est un film qui met en vedette C. Thomas Howell, l'acteur qu'on avait vu, qu'on avait découvert dans E.T., qui est devenu une star de films adolescents des années 80. Il en a fait tout plein dans ces années-là. Il était très populaire. On voit également sur la pochette Kelly Preston, qui va devenir plus tard la femme de John Travolta, malheureusement, qui nous a quittés aujourd'hui, hein, qui est plus de ce monde. Elle a eu un cancer, malheureusement, c'est triste, l'histoire de Kelly Preston. Mais c'était une diable de belle actrice à cette époque-là. Elle était vraiment fabuleuse. Elle l'a été toute sa carrière, toute sa vie. Ça raconte l'histoire. C'est un film d'ado, hein, ça se passe comme à la fin de l'année scolaire. Et si Thomas Howell joue un gars qui s'appelle Michael Ryan, il va recevoir une lettre là-dedans qui contient une déclaration d'amour. Et il s'imagine que celle qui vient d'y écrire, c'est une camarade de classe qui s'appelle Deborah Hahn, qui est jouée par Kelly Preston. Lui, il est en amour avec cette fille-là. Il pense que c'est elle qui a écrit la lettre. Il va demander à sa grande copine Tony de l'aider à composer une réponse, sans se douter que Tony, qu'on voit sur la pochette, hein, disons, c'est elle ici qu'on voit ici. Donc, c'est elle qui a écrit la lettre au début, qui est comme sa meilleure amie, puis elle est en amour secrètement avec lui. Donc, il fallait qu'elle sorte ça de son système, il fallait qu'elle y avoue son amour. Mais lui, il pense que c'est Kelly Preston qui a écrit. Donc, il va demander l'aide à Tony de l'aider à composer une réponse, sans se douter que c'est elle l'auteur de la lettre. Puis la lettre va tomber à tour de rôle entre les mains des parents de Michael et Tony. Ça va provoquer une chaîne d'événements romantiques qui va dégénérer complètement. Parce que là, à un moment donné, les parents vont tomber sur la lettre. À un moment donné, on pense que la lettre est destinée à un des deux parents, que l'autre parent trompe, en tout cas, avec une autre personne. En tout cas, il y a toute une histoire avec cette lettre-là qui va passer d'une main à une autre. Et ça va créer toute une série d'événements romantiques et un peu catastrophiques en même temps. Au travers de tout ça, on a Michael Ryan, C. Thomas Howell, qui essaie de passer le meilleur été du monde avec ses amis et qui essaye de séduire la belle Deborah. Et il va réussir d'une certaine façon parce que son ami Tony va tellement écrire une belle lettre que finalement, elle va tomber complètement en amour avec lui. Elle se dit, ce gars-là, c'est un poète, c'est incroyable. Tu sais, la façon dont il écrit, c'est assez incroyable. Et elle va tomber en amour avec lui, mais il va se rendre compte que c'était pas tout à fait le genre de fille qu'il pensait. Elle pense pas mal juste à elle, à ses petits ongles bien limés, puis à toutes ses petites manies de magasinage. Puis en tout cas,
Une amie qui vous veut du bien, c'est le fun. C'est un vrai film d'été, un vrai film qui va vous plonger dans les années 80. C'est si Thomas Howell, en partant, ça sonne années 80. Les coupes de cheveux, hein, vous voyez tout de suite sur la pochette, là, ça ment pas. On est vraiment dans les années 80, là, en plein milieu des années 80. Si vous voyez les photos de moi à l'époque, là, ben c'est ça, on avait toute l'air de ça, les filles avec du spray net, les gars avec les cheveux crêpés, avec à l'époque, on avait aussi la coupe Longueuil. En tout cas, on faisait dur. Mais c'est une belle période et il y a des bons acteurs là-dedans. Il y a notamment Fred Ward, Dee Wallace qui joue là-dedans, Cliff DeYoung. Il y a des très bons comédiens là-dedans. Bon petit film d'été, sans prétention, Secret Admirer. Je vous le recommande si vous ne l'avez jamais vu et si vous l'avez déjà vu, ben retapez-vous ça, c'est le fun. C'est un petit film léger, mais qui vaut la peine d'être vu. Parlant de C. Thomas Howell, rapidement, je vais vous parler du film Side Out, un film qui est sorti en 1990. C'est un film de volleyball, de plage. Et là-dedans, C. Thomas Howell joue le rôle de Monroe Clark qui va quitter ses plaines du Middle West pour les plages de Malibu pour un été de plaisir. Et en fait, il va travailler en tant que stagiaire pour une film d'avocat. Parce que lui, il étudie en droit, puis un de ses oncles qui a une grande firme en Californie. Et il va finalement rencontrer par hasard un ancien champion de volleyball qui est joué par l'acteur Peter Horton, qui est un acteur qui a surtout fait de la télévision, mais en tout cas, il a fait quelques longs métrages. Et lui, c'est un ancien champion de volleyball. Et si Thomas Howell là-dedans, Monroe Clark et un de ses amis vont vouloir se lancer un peu dans le volleyball durant l'été. Ils vont commencer à faire des compétitions de volleyball contre des gars du coin. Et tranquillement, pas vite, ils vont se rendre compte qu'ils ont des habiletés quand même pas pires. Ils ont ce qu'il faut. Puis ils vont s'inscrire à un tournoi de volleyball de plage. Mais il y en a un des deux, le copain de Monroe Clark va se blesser et il va faire équipe finalement avec l'ancien champion qui est joué par Peter Horton qui s'appelle Zach Barnes là-dedans, qui est comme le roi de la plage. Hein. C'est un genre, il est reconnu comme un genre de has-been. Hein. Il y a toutes sortes de problèmes d'argent, puis en tout cas, il y a des problèmes un peu dans sa vie. Mais il va tenter un retour pour gagner un gros tournoi en se mettant en équipe avec Monroe Clark pour participer à un tournoi de volleyball de plage. Donc, ça vous raconte rapidement le film. Je vous dis pas toutes les petites sous-intrigues un peu débiles qu'il y a là-dedans. Mais c'est un petit film qui s'écoute bien. Ça m'a fait rire parce qu'on a repris... tu sais, vous savez, dans Top Gun, il y avait une scène de volleyball de plage où on faisait jouer la chanson Playing with the Boys. Eh bien, on l'a repris là-dedans exactement. On s'est dit c'est un film de volleyball, donc on va reprendre la même chanson dans Side Out. Mais le film fonctionne bien, c'est le fun. Beau petit film d'été avec des compétitions de volleyball. Si Thomas Howell est très efficace là-dedans. Il était dans son créneau, vraiment la comédie romantique, une petite histoire d'amour là-dedans avec Courtney Thorne-Smith, une belle comédienne de l'époque hein, qui était très très jolie, pas piquée des verres, qui va avoir une histoire d'amour avec Monroe Clark là-dedans. Donc, bon petit film d'été, le fun. Je pense qu'il y a une édition qui est sortie en Blu-ray récemment chez MVD Rewind, donc vous pouvez l'acheter. Moi, j'ai l'édition VHS, ma bonne vieille VHS, donc ça a quand même du charme d'écouter ces films-là en VHS. Hein. Je vous ai montré quelques VHS aujourd'hui, et voilà. Si je vous dis les tronches, je déteste les tronches. Alors ça, c'était l'ogre dans La Revanche des Tronches, un film avec Robert Carradine et Anthony Edwards. Un film qui avait eu beaucoup de succès en 1984. Ça racontait la guerre dans une université américaine entre les Alpha Beta et les Lambda. La gang de Robert Carradine et c'est comme les intellectuels contre les sportifs. Donc, le vieux cliché. C'était un film complètement con. Hein? C'est dans la continuation un peu des films comme Porky's. Et ça a été un gros succès. Revenge of the Nerds est devenu très populaire cette année-là. Ça a marché au box-office. Et on a décidé quelques années plus tard, en 87, de sortir une suite hein, qui est un vrai film d'été. Parce que si le premier se passe durant l'année scolaire, le deuxième se passe durant les vacances où
Les Tri-Lambda doivent aller à une rencontre des fraternités qui a lieu en Floride, à Fort Lauderdale. Et évidemment que toutes les fraternités sont là et que ça va donner une fois de plus une confrontation, un combat à finir entre les Alpha Beta avec les sportifs et les Tri-Lambda, les intellectuels, donc qui vont devoir utiliser de tout leur stratagème pour battre les gros débiles sportifs. Disons que c'est un film qui donne beaucoup dans le stéréotype, hein? Parce que, disons que les sportifs, les universitaires sportifs, c'est des gars aujourd'hui qui ont des diplômes, c'est des gars intelligents, c'est pas des gars qui ont de l'air de ce qu'on voit dans Revenge of the Nerds, qui est le stéréotype à l'époque qu'on avait de ces gars-là. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir pantoute. Mais le film est amusant. Ça, le décor de Fort Lauderdale, ça se passe en Floride. Robert Carradine est très, très bon là-dedans. Il est drôle, hein? Il est bon dans la comédie pour jouer le chef des nerds. Il y a Crotte de nez là-dedans, hein, qui fait toujours bien rire. C'est un des personnages du film qui s'appelle de même, il s'appelle Crotte de nez. Il fait juste roter puis faire plein de conneries dans le film. On le trouve bien drôle à cause de ça, puis on se trouve bien innocent de rire à ce genre d'humour-là. On se dit, on est donc bien cave de rire de ça, mais qu'est-ce que tu veux? Il y en a du monde comme moi qui accepte ça. Donc, ces films-là sont faits pour des gars comme moi. Et le film avait moins marché que le premier film, mais ça s'écoute bien quand même aujourd'hui encore, les deux films en programme double, le premier et le deuxième. Je sais qu'il y a eu d'autres suites, des Nerds, mais pour moi, les deux premiers, c'est les deux seuls qui valent vraiment la peine. Et je termine en vous en montrant un film que j'ai en très haute estime. C'est un film réalisé par un réalisateur québécois qui s'appelle Charles Binamé. Réalisateur qui a fait de la télévision, mais qui a tourné beaucoup de publicités. Il a tourné, je pense, quelques 200 publicités au Québec, dont les publicités de Pepsi Cola qui mettaient en vedette Claude Meunier, qui ont eu un sacré succès au Québec. On a été une des rares places où, à cause de ces publicités-là, le Pepsi était en avant de la marque Coca-Cola. Donc, il se vendait plus de Pepsi au Québec que de Coca-Cola à cause des annonces de Claude Meunier réalisées par Charles Binamé. Charles Binamé, il a touché un petit peu à tout. Hein. Il a fait du documentaire, il a fait de la télévision. C'est lui notamment qui a tourné la série Blanche, qui était la suite des Filles de Caleb. Mais il va décider de tourner ce film-là en 95. Il avait tourné juste avant. Le film, c'était le 12 du 12 et Chili avait les blues avec Roy Dupuis. C'était sympathique. Mais là, avec Eldorado, il va tenter quelque chose de complètement unique. Il va décider, durant l'été 1994, de tourner avec une bande d'acteurs à Montréal. C'est un peu le premier film d'une trilogie qu'il va faire sur l'isolement des gens dans le milieu urbain, tu sais, dans la grande ville. C'est son film sur la ville de Montréal, Eldorado. Il va en faire deux autres. Il va faire également Le cœur au point et La beauté de Pandore. Ça fait comme une trilogie, ces trois films-là. Mais le premier, là, c'est un pur chef-d'œuvre. D'ailleurs, il n'y avait pas de scénario coulé dans le béton. Il a pris tous des acteurs qui étaient les acteurs qui étaient très populaires à ce moment-là, qui émergeaient sur la scène de la télévision et du cinéma au Québec. Il y avait notamment Pascal Bussière qui fait Rita, qui est une squatteuse, qui a eu une adolescence assez épouvantable. Et là, elle traîne dans les rues à toutes sortes de problèmes. On va suivre Lloyd, qui est un genre d'animateur radio. On l'appelle un peu le prince de l'underground, qui est joué par James Hyndman. On va suivre une histoire d'amour entre deux personnages qui ont toutes sortes de problèmes. Un couple dont Marc, qui est joué par Robert Brouillette et qui est amoureux de sa femme, qui est Loulou, qui est joué par Masha Limonchik. Et elle va avoir une relation, en tout cas, avec un autre gars là-dedans. Et on a également Isabelle Richer qui est là-dedans, Pascal Monpetit. Donc, tous des gros noms de l'époque et qui sont demeurés des noms importants dans le bottin de l'Union des artistes au Québec. Donc,
Eldorado, c'est un film dans lequel Binamé a tourné à plein de places. Il voulait vraiment donner le feeling un peu de l'isolement de ces personnages-là, de la difficulté de vivre de cette génération-là, la génération X, hein, qui ont été une génération qui ont connu le divorce, qui ont connu plein de difficultés. Les gens ont commencé à aller de plus en plus jeunes en appartement, à prendre un peu leur autonomie, mais à vivre toutes sortes de difficultés au niveau de la vie de tous les jours. On voit un petit peu les problèmes un peu de la vie urbaine, justement de l'isolement de ces personnages-là qui vont vivre toutes sortes de passions un peu tourmentées. Le film a été en bonne partie improvisé par les acteurs. Binamé allait dans des lieux de tournage, notamment il a tourné au Fofone électrique à Montréal et il laissait aller les acteurs hein, qui s'imprégnaient des lieux et qui ont tranquillement pas vite créé un peu les dialogues et qui ont inventé leurs personnages. Et il a tourné un peu comme ça tout du long, dans des vrais lieux de tournage, dans des vrais endroits. Il a voulu vraiment capturer l'essence de la ville de Montréal durant l'été 1994. Alors, c'est vraiment un document qui nous montre c'était quoi Montréal dans cette période-là. Vous allez voir des lieux qui n'existent plus encore aujourd'hui. Vous allez voir toutes sortes de... C'est magique, Eldorado. Moi, je me rappelle que j'étais allé le voir au cinéma, puis c'est un film qui nous avait vraiment marqué, qui nous avait vraiment... on voulait faire du cinéma comme ça. Ça fait quasiment film nouvelle vague, mais fait au Québec, avec beaucoup de talent. La cinématographie du film est superbe. Hein? Les images sont magnifiques. Celui qui a fait la direction photo de ça, c'est un pro, là. C'est Pierre Gill, qui est un directeur photo qui a fait tellement du bon travail au Québec. Donc, vous allez voir, la ville de Montréal n'a jamais été aussi bien filmée. C'est magnifique comme film. Donc, Charles Binamé qui a fait, à mon avis, un des meilleurs films québécois de tous les temps avec ça. Et la grosse avantage de ça, c'est que vous pouvez aller le voir gratuitement sur YouTube. Il est disponible en version HD sur YouTube. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas de version physique autre que la VHS qui existe de ce film-là. Vous pouvez le voir également sur Éléphant Film, le film a été entièrement restauré. Donc, vous pouvez le voir dans une belle version. Mais la version qui est sur YouTube, d'après moi, c'est la version restaurée qu'il y a sur Éléphant Film. Donc, allez faire un tour. Allez, essayez-le, ce film-là. Vous allez voir, vous allez pogner quelque chose. C'est très bon. Et vous allez voir, c'est un film d'été. Mais celui-là, c'est intelligent, c'est fort. Et il y a vraiment des personnages qui vont vous marquer, des images qui vont vous marquer. Donc, Eldorado à redécouvrir de Charles Binamé. Vraiment extraordinaire. Donc, ça fait un peu le topo de ces films-là que je vous propose aujourd'hui, que j'ai regardé dans les dernières semaines. Évidemment que je voulais pas trop me casser la tête. Un gars qui travaille la nuit, c'est un gars fatigué, c'est un gars qui dort pas beaucoup parce que le jour, on n'a pas la même horloge biologique quand on dort la nuit. Disons que ma vie est un peu bousculée, mais j'ai des nouveaux défis à accomplir et je veux continuer quand même le ciné-club de Rico, c'est important pour moi. Donc, j'espère en tout cas que vous passez un bel été, continuez d'en profiter, continuez d'avoir du plaisir, de faire des belles activités. Moi, je vous reviens dans quelques jours avec une autre chronique sur le cinéma. D'ici là, faites attention à vous et je vous dis bon cinéma, les amis!